Je n'oublierai jamais ce jour où j'ai reçu les clés de mon appartement. Après cette longue année de travail acharné comme vendeuse indépendante, j'avais enfin réussi. À 32 ans, je devenais propriétaire. Mes mains tremblaient légèrement alors que j'ouvrais la porte pour la première fois en tant que propriétaire. « Bienvenue chez toi, mon amour » murmura Joao, mon fiancé, en me serrant dans ses bras. Ses yeux brillaient de fierté, reflétant tout l'amour et le soutien qu'il m'avait toujours témoigné. L'appartement n'était pas luxueux, un 2 pièces au 3e étage d'un immeuble modeste dans un quartier tranquille. Mais pour moi, c'était un palais. Chaque centimètre carré représentait des heures de travail, des sacrifices, des journées à parcourir la ville pour vendre mes produits, des soirées à tenir ma comptabilité méticuleusement. « Et tu te souviens de nos premiers mois ensemble ?» demandai-je à Joao alors que nous nous asseyions sur le sol vide du salon. « Quand je t'ai dit que je voulais avoir ma propre maison un jour ?»« Bien sûr » répondit-il en souriant. « Et tu avais ce regard déterminé que j'ai appris à connaître. Je savais que tu y arriverais. » Nous passâmes cette première soirée à faire des plans, imaginant où mettre les meubles, quelle couleur choisir pour les murs. C'était notre moment de bonheur pur, avant que la réalité ne nous rattrape. Le lendemain, nous décidâmes d'annoncer la nouvelle à sa famille. Je me souviens encore de l'expression sur le visage de Donna Regina, sa mère, quand nous lui avons annoncé que j'avais acheté un appartement. Son sourire forcé ne masquait pas la désapprobation dans ses yeux. « C'est surprenant » dit-elle, pesant chaque mot. « Comment une vendeuse ambulante peut-elle s'offrir un appartement ?»« Maman » intervint Joao, mais je posai ma main sur son bras. « J'ai économisé pendant 7 ans, Donna Regina » répondis-je calmement. « J'ai tous les documents qui prouvent mes revenus et mes économies. » Elle but une gorgée de café, ses yeux clairs me fixant par-dessus la tasse. Je connaissais ce regard, c'était le même qu'elle avait eu la première fois que Joao m'avait présenté à sa famille. Le regard qui disait clairement qu'une femme noire n'avait pas sa place dans sa famille bien blanche. Joao devrait au moins être copropriétaire, déclara-t-elle finalement. Pour protéger ses intérêts. Mes intérêts, s'exclama Joao. Maman, c'est son argent, son travail, son appartement. Je suis fière d'elle, tu devrais l'être aussi. Le silence qui suivit était lourd de non-dits. Je sentais le poids des préjugés, ces mêmes préjugés que j'avais combattus toute ma vie. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, j'avais quelque chose de tangible à défendre. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. Entre le déménagement, l'installation et mon travail, je gardais la tête haute. Mes clients, beaucoup d'entre eux devenus des amis au fil des années, étaient ravis pour moi. Certains vinrent même m'aider à peindre les murs. Et tu vois, me dit ma meilleure amie Clara en peignant le mur du salon, c'est ça le vrai succès. Non seulement tu as réussi à acheter ton appartement, mais tu as aussi créé une communauté qui te soutient. Elle avait raison. Pendant que Donna Regina répandait ses doutes à peine voilés dans sa famille, je construisais mon chez-moi, entouré de gens qui croyaient en moi. Un soir, alors que Joao et moi dînions dans notre cuisine fraîchement aménagée, il me regarda avec sérieux. « Je suis désolé pour ma mère, dit-il doucement. Et tu ne mérites pas ça. » « Ce n'est pas ta faute, répondis-je en prenant sa main. Et tu sais quoi ? Chaque fois que je mets la clé dans la serrure, chaque fois que je rentre chez moi après une longue journée de travail, je me rappelle que j'ai réussi. Malgré les préjugés, malgré les obstacles, j'ai réussi. Joao se leva et vint me serrer dans ses bras. « Tu es la femme la plus forte que je connaisse, murmura-t-il. » Cette nuit-là, allongée dans notre nouveau lit, je réfléchissais à mon parcours. De jeune vendeuse débutante à propriétaire, j'avais surmonté bien des obstacles. Les regards condescendants, les remarques désobligeantes, les doutes constants. Mais j'avais persévéré. Mon appartement n'était pas juste un bien immobilier. C'était la preuve tangible qu'avec du travail et de la détermination, on peut réaliser ses rêves, même quand certains pensent que ce n'est pas notre place. C'était ma victoire personnelle contre les préjugés, ma façon de dire au monde que je méritais ma place, que j'avais le droit d'avoir des ambitions et de les réaliser. Et si Donna Regina ne pouvait pas le voir, c'était son problème, pas le mien. J'avais Joao à mes côtés, des amis loyaux, et surtout, j'avais la fierté d'avoir accompli quelque chose que personne ne pourrait me prendre.
Ce dimanche-là avait commencé comme n'importe quel autre déjeuner de famille. J'étais dans la cuisine, préparant le dessert pendant que les autres finissaient le plat principal. L'odeur de la tarte aux pommes que je venais de sortir du four embaumait l'air. C'était la recette de ma grand-mère, une des rares choses que j'avais héritées d'elle. « Tu as besoin d'aide ?» demanda Joao en passant la tête par la porte de la cuisine. « Non, mon amour, c'est presque prêt » répondis-je avec un sourire. « Retourne avec ta famille. » Si seulement j'avais su ce qui m'attendait. Peut-être aurais-je accepté son aide, peut-être aurais-je trouvé une excuse pour ne pas rester seule. Mais le destin en avait décidé autrement. Quelques minutes plus tard, j'entendis des pas derrière moi. Des pas lents, mesurés, que je reconnaissais déjà. Donna Regina. Mon instinct me poussa à sortir discrètement mon téléphone et à lancer l'enregistrement. Une habitude que j'avais développée après plusieurs malentendus avec elle. « Alors, tu joues à la parfaite ménagère ?» Sa voix était comme du venin sucré. Je me retournai lentement, essayant de garder mon calme. « Je termine juste le dessert, Donna Regina. » Elle s'approcha, son parfum coûteux envahissant l'espace entre nous. Ses talons claquaient sur le carrelage, comme un compte à rebours vers quelque chose d'inévitable. « Tu sais, commença-t-elle, s'appuyant contre le comptoir de la cuisine, j'ai fait des recherches sur toi. » Mon cœur se serra, mais je continuai à ranger la cuisine, essayant de paraître indifférente. « Oh, vraiment ? Une vendeuse ambulante qui achète un appartement. C'est inhabituel, n'est-ce pas ? » Son ton était doucereux, mais ses yeux étaient glacials. « Une métisse comme toi ne mérite pas ce genre de choses. » Mes mains tremblaient légèrement alors que je posais le torchon. « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, Donna Regina. » Elle s'approcha encore, envahissant mon espace personnel. Je pouvais voir chaque ride de son visage parfaitement maquillé, chaque nuance de mépris dans ses yeux. « C'est très simple, ma chère. Tu vas transférer l'appartement au nom de mon fils. Maintenant. Ou il y aura des conséquences. » Le temps sembla s'arrêter dans cette cuisine. Je pouvais entendre les rires de la famille dans la salle à manger, si proche et pourtant si loin. La tarte aux pommes refroidissait sur le comptoir, son parfum maintenant étrangement étouffant. « Cet appartement, dis-je en trouvant ma voix, je l'ai acheté avec mon propre argent. J'ai tous les documents qui le prouvent. » Elle eut un rire sec, sans joie. « Les documents peuvent être falsifiés, ma chère. Qui croira une vendeuse de rue plutôt qu'une famille respectée comme la nôtre ? » « Joao me croira, répondis-je, ma voix plus ferme cette fois. « Joao ?» Elle cracha presque son nom. « Mon fils est aveuglé par je ne sais quel attrait exotique. Mais la réalité finira par le rattraper. Une fille comme toi ne pourra jamais vraiment faire partie de notre famille. » Mes jambes tremblaient, mais je restais droite. « Une fille comme moi ? Vous voulez dire une femme qui travaille dur ? Qui a des rêves ? Qui aime votre fils sincèrement ? Ne joue pas à ça avec moi, siffla-t-elle. Tu sais très bien de quoi je parle. Regarde-toi dans le miroir. Tu penses vraiment avoir ta place parmi nous ? Je serrai les poings, sentant mes ongles s'enfoncer dans mes paumes. Ma couleur de peau vous dérange tant que ça, Donna Regina ? Ne fais pas la victime, répliqua-t-elle. Ce n'est pas une question de couleur, c'est une question de classe, de niveau social. C'est exactement une question de couleur, l'interrompis-je. Et de préjugés. Et de haine gratuite. Elle se redressa, rajustant son chemisier hors de prix. Tu as jusqu'à la fin de la semaine pour transférer l'appartement au nom de Joao. Sinon, je te promets que ta petite vie confortable va devenir très désagréable. Est-ce une menace, Donna Regina ? Un avertissement, ma chère. Un simple avertissement. À ce moment, Joao apparut à la porte. « Tout va bien ici ?» Donna Regina se composa instantanément un sourire. « Bien sûr, mon chéri. Nous discutions juste entre femmes. » Je regardais cette femme élégante retourner vers la salle à manger, comme si rien ne s'était passé. Comme si elle n'avait pas juste menacé de détruire ma vie. Joao s'approcha de moi, inquiet. « Et tu es toute pâle, dit-il en me prenant les mains. « Ce n'est rien, murmurai-je, sachant que l'enregistrement dans mon téléphone prouvait le contraire.
Aide-moi à servir le dessert? Cette conversation dans la cuisine marqua un tournant dans ma vie. Ce n'était plus seulement une question de préjugés subtils ou de remarques désobligeantes. C'était devenu une guerre ouverte, et j'allais devoir me battre non seulement pour mon appartement, mais pour ma dignité. Plus tard cette nuit-là, seule dans mon appartement, je réécoutais l'enregistrement encore et encore. Chaque mot, chaque menace, chaque intonation méprisante. Les larmes coulaient sur mes joues, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de rage, de détermination. Cette femme pensait pouvoir me briser avec ses menaces et ses préjugés? Elle allait découvrir qu'elle s'était trompée de cible. Les jours qui suivirent cette confrontation dans la cuisine furent parmi les plus difficiles de ma vie. La campagne de diffamation commença subtilement, comme un poison qui s'infiltre lentement dans l'eau. Tout débuta par des appels téléphoniques. D'abord, la sœur de Joao m'appela un mardi matin. « Écoute, dit-elle, sa voix inhabituellement froide, je ne sais pas comment tu as fait pour acheter cet appartement, mais si tu as impliqué mon frère dans quelque chose d'illégal. » Sophia, l'interrompis-je, chaque centime a été gagné honnêtement. J'ai les relevés bancaires, les déclarations d'impôts. Maman dit que tu as des contacts dans le marché noir. Que tu fais partie d'un réseau. Je sentis mon estomac se nouer. Ta mère ment, Sophia. Tu me connais depuis 3 ans. Je croyais te connaître, répondit-elle avant de raccrocher. Le lendemain, ce fut au tour de la tante de Joao, Marcia, de me coincer à la sortie du supermarché. Ma chérie, dit-elle avec une fausse sympathie, tu devrais peut-être vendre l'appartement avant que les choses ne s'aggravent. Regina a des amis dans la police, tu sais. Mes mains tremblaient en rangeant mes courses. Il n'y a rien d'illégal dans mes affaires, tante Marcia. Bien sûr, bien sûr. Son ton condescendant me fit mal. Mais tu comprends, les apparences. Les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre dans toute la famille élargie. Soudain, des gens qui m'avaient accueilli à bras ouverts évitaient mon regard. Aux réunions de famille, certains chuchotaient en me montrant du doigt. Un soir, alors que je rentrais de mon travail, une voisine m'arrêta dans le hall de l'immeuble. « J'ai reçu un appel étrange aujourd'hui, dit-elle. Une femme qui se présentait comme votre belle-mère. Elle voulait savoir si j'avais déjà vu des activités suspectes chez vous. » Je fermai les yeux, épuisé. « Et qu'avez-vous répondu ? » Que la seule chose suspecte, c'était son appel, répliqua ma voisine avec un clin d'œil. « Je vous vois travailler dur tous les jours, ma petite. Ne les laissez pas vous abattre. » Joao commença à remarquer les regards et les murmures. Au début, il essaya de minimiser. « Tu connais ma mère, disait-il, elle finira par se calmer. » Mais un dimanche, lors d'un déjeuner chez son cousin Ricardo, tout explosa. J'étais dans le jardin quand j'entendis la conversation. « Cette fille va ruiner ta vie, Joao, disait Regina. Elle utilise probablement l'appartement pour des activités illégales. As-tu vérifié son passé? Sa famille? Maman, arrête. » La voix de Joao tremblait de colère. J'ai vu Clara travailler jour après jour pendant des années. J'ai vu ses sacrifices, ses efforts. Elle t'a manipulé, intervint Ricardo. Ces gens-là savent comment. Ces gens-là? La voix de Joao était maintenant glaciale. Tu veux dire les gens qui travaillent honnêtement? Ou tu parles des gens à la peau plus foncée que la tienne, Ricardo? Un silence pesant s'installa. Je restai figé dans le jardin, les larmes coulant silencieusement sur mes joues. J'ai des preuves, continua Regina. Des gens l'ont vu avec des individus louches. C'est alors que je décidai d'intervenir. J'entrai dans le salon, mon téléphone à la main. Des individus louches, donna Regina? Vous voulez dire mes clients? J'ai leurs coordonnées, leurs commandes, leurs paiements. Tout est déclaré, tout est légal. J'ouvris mon sac et en sortis une chemise pleine de documents. Voici mes relevés bancaires des 7 dernières années. Mes déclarations d'impôts. Les contrats de mes plus gros clients. Et voici. Je lançai l'enregistrement de notre conversation dans la cuisine. La voix de Regina, menaçante et pleine de préjugés, remplit la pièce. Le visage de Joao devint livide en écoutant les menaces de sa mère.
Ricardo et sa femme échangèrent des regards gênés. Vous voulez détruire ma réputation, continuai-je, ma voix tremblante mais ferme. Allez-y. Mais sachez que je me battrai. Pas seulement pour moi, mais pour toutes les femmes qui, comme moi, ont dû travailler 2 fois plus dur pour obtenir la moitié de la reconnaissance. Joao s'approcha de moi et me prit la main. Je savais que tu étais innocente, dit-il doucement, mais je ne pensais pas que ma propre famille. Regina se leva brusquement. Tu choisis cette. Ma fiancée, l'interrompit Joao. La femme que j'aime. Et si tu ne peux pas l'accepter, maman, c'est toi qui perdras un fils. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Certains membres de la famille, honteux d'avoir cru au mensonge, vinrent s'excuser. D'autres, comme Ricardo, prirent leur distance. Sofia m'appela en pleurant, demandant pardon d'avoir douté de moi. Mais le plus important était que Joao avait vu la vérité. Un soir, alors que nous étions assis sur notre balcon, regardant le coucher du soleil, il me dit « Je suis désolé de ne pas avoir vu plus tôt ce qui se passait. J'aurais dû te protéger. » « Tu m'as protégé, répondis-je en serrant sa main. « Tu as choisi la vérité. Tu m'as choisi. » La décision de porter l'affaire devant la justice ne fut pas facile à prendre. Je passai plusieurs nuits sans dormir, pesant le pour et le contre, imaginant les conséquences sur notre famille déjà fracturée. « Et tu es sûr de vouloir faire ça ?» me demanda Joao un soir, alors que nous étions assis dans notre salon, entourés de documents. « Non, répondis-je honnêtement. Mais je sais que je dois le faire. Pas seulement pour moi. » Le lendemain, je pris rendez-vous avec maître Sophie Laurent, une avocate spécialisée en droit civil et discrimination raciale. Son cabinet se trouvait dans un vieil immeuble du centre-ville, avec des murs couverts de diplômes et de photos de manifestations pour les droits civiques. « Racontez-moi tout depuis le début, dit-elle en s'asseyant derrière son bureau massif. Pendant 2 heures, je déballai tout, les remarques insidieuses, les menaces dans la cuisine, la campagne de diffamation, les appels aux voisins. Je lui montrai l'enregistrement, les messages, les témoignages que j'avais rassemblés. « C'est du harcèlement racial caractérisé, déclara-t-elle en prenant des notes. Aggravé par les menaces et la diffamation. Vous avez un dossier solide. Je ne veux pas détruire la famille de Joao, précisai-je. Je veux juste que ça s'arrête. » Elle leva les yeux de ses notes. « Parfois, madame, il faut briser quelque chose pour le reconstruire en mieux. » Les semaines suivantes furent intenses. Nous rassemblâmes des témoignages, ma voisine qui avait reçu les appels de Donna Regina, des clients fidèles qui attestaient de mon honnêteté, même Sofia, la sœur de Joao, accepta de témoigner sur les manipulations de sa mère. Le plus dur fut de voir la souffrance de Joao. Un soir, je le trouvai en larmes dans notre chambre, regardant de vieilles photos de famille. « C'était pendant mes 10 ans, dit-il en me montrant une photo. Maman m'avait organisé une fête surprise. Elle était différente à l'époque, ou peut-être que je ne voyais pas. Je m'assis à côté de lui, le serrant dans mes bras. Elle reste ta mère, Joao. On ne veut pas la punir, on veut l'aider à changer. Et si elle ne change pas ? » Je n'avais pas de réponse à cette question. La première audience fut éprouvante. Donna Regina arriva avec son avocat, la tête haute, comme si elle allait à une soirée mondaine. Quand elle me vit, elle détourna le regard, mais je vis ses mains trembler légèrement. Maître Laurent présenta notre cas avec précision et empathie. L'enregistrement de la cuisine résonna dans la salle d'audience, chaque mot empoisonné de Donna Regina exposé à la lumière du jour. Les témoins défilèrent, racontant les appels, les rumeurs, les accusations. Ma cliente, conclut maître Laurent, ne demande pas vengeance. Elle demande justice et reconnaissance. Recognition que le racisme, même habillé en soie et parfumé de Chanel, reste du racisme. L'avocat de Donna Regina plaida la protection maternelle excessive et les malentendus culturels. Mais les preuves étaient accablantes. Pendant une pause, je croisai Donna Regina aux toilettes. Nous étions seuls pour la première fois depuis la confrontation dans la cuisine. « Pourquoi ?» demandai-je simplement. Elle se regarda dans le miroir, rajustant son rouge à lèvres. « J'ai toujours voulu le meilleur pour mon fils. Et vous pensez que la couleur de ma peau m'empêche d'être le meilleur pour lui ?
Elle ne répondit pas, mais je vis une larme couler sur sa joue parfaitement maquillée. Le jugement tomba 3 semaines plus tard. Le tribunal reconnut le harcèlement racial et la diffamation. Donna Regina fut condamnée à des dommages et intérêts, mais surtout à suivre une thérapie et des sessions de sensibilisation aux préjugés raciaux. Ce n'est pas une punition, expliqua la juge. C'est une opportunité de grandir et d'apprendre. En sortant du tribunal, Joao prit ma main. Tu as été plus clémente que ce qu'elle méritait. La haine ne se combat pas par la haine, répondis-je. Ta mère a besoin d'aide pour voir au-delà de ses préjugés. Les premières sessions de thérapie furent difficiles. Le thérapeute nous invita, Joao et moi, à participer à certaines séances. Voir Donna Regina confronter ses préjugés, comprendre leur origine, était à la fois douloureux et libérateur. Mon grand-père, nous raconta-t-elle lors d'une session, disait toujours que la pureté de la famille était sacrée. J'ai grandi avec ces idées, mais je commence à voir combien elles sont toxiques. C'était de petits pas, mais des pas dans la bonne direction. Le processus juridique avait été éprouvant, mais nécessaire. Il avait forcé une confrontation que des années de politesse superficielle n'avaient pas permise. Un soir, alors que nous rentrions d'une session particulièrement intense, Joao me dit « Tu sais ce qui est ironique ? Cette bataille judiciaire a peut-être sauvé notre famille. » Je regardais par la fenêtre de la voiture, observant la ville défiler. Parfois, il faut avoir le courage de briser les chaînes du passé pour construire un meilleur avenir. 2 ans ont passé depuis le jugement. Le temps, dit-on, guérit toutes les blessures, mais la vérité est plus complexe. Certaines blessures ne guérissent pas complètement, elles nous transforment, nous forgent, nous enseignent. Aujourd'hui, ma relation avec Donna Regina est différente. Nous maintenons une distance respectueuse, comme 2 personnes qui ont survécu à une tempête et qui ont appris à naviguer dans des eaux plus calmes. Je me souviens de notre première vraie conversation après la thérapie. C'était un dimanche après-midi, 6 mois après le jugement. Elle m'avait invité à prendre le thé, seule. J'ai préparé du thé brésilien, dit-elle en me servant une tasse. Vous, tu m'avais dit une fois que c'était ton préféré. Le fait qu'elle s'en souvienne, et qu'elle soit passée au tutoiement, était déjà un petit miracle. Merci, répondis-je, prenant la tasse délicatement. C'est gentil de vous, de t'en souvenir. Un silence s'installa, mais pour la première fois, ce n'était pas un silence hostile. La thérapeute m'a fait comprendre beaucoup de choses, commença-t-elle, fixant sa tasse. Des choses sur moi, sur mes préjugés, sur leur origine. Ce n'est pas une excuse, mais... Je sais, l'interrompis-je doucement. Le changement prend du temps. Elle leva les yeux vers moi. Comment peux-tu être si compréhensive ? Après tout ce que je t'ai fait ? Je pris le temps de réfléchir avant de répondre. Parce que la haine est un fardeau trop lourd à porter. Et parce que je veux que mes futurs enfants grandissent dans une famille guérie, pas dans une famille brisée. Ses mains tremblèrent légèrement à la mention d'enfants. Vous pensez à avoir des enfants ? Joao et moi en parlons, oui. Et ces enfants auront besoin de leur grand-mère. Une larme coula sur sa joue. Ils seront magnifiques, murmura-t-elle. Comme leur mère. Ce fut notre premier pas vers une nouvelle relation. Notre mariage, quelques mois plus tard, fut une cérémonie intime. Nous avions choisi de le célébrer dans le jardin de notre immeuble, transformé pour l'occasion en un petit paradis de fleurs et de lumière. Tu es sûr de ne pas vouloir quelque chose de plus grand, avait demandé Joao pendant les préparatifs. Je veux quelque chose de vrai, avais-je répondu. Juste les gens qui nous aiment vraiment. Donna Regina vint me voir dans la chambre où je me préparais, 1 heure avant la cérémonie. J'ai quelque chose pour toi, dit-elle, sortant une petite boîte. À l'intérieur se trouvait un collier ancien, en or et perles. C'était celui de ma grand-mère, expliqua-t-elle. Elle me l'a donné le jour de mon mariage, en me disant de le transmettre à ma belle-fille un jour. Nos regards se croisèrent dans le miroir. Et tu n'es pas obligé, dis-je doucement. Je sais. Je le veux. Elle attacha le collier autour de mon cou, ses mains légèrement tremblantes. Il te va parfaitement. La cérémonie fut simple mais émouvante.
quand le célébrant demanda qui donnait cette femme en mariage, ma meilleure amie Clara et Donna Regina se levèrent ensemble. Ce petit geste symbolique représentait tant de choses, l'acceptation, le respect, l'espoir. Les mois qui suivirent furent une période d'apprentissage mutuel. Donna Regina commença à venir dîner régulièrement chez nous. Elle apprit à cuisiner certains plats brésiliens que ma mère m'avait enseignés. Je l'écoutais parler de sa jeunesse, de ses propres luttes, de ses peurs. J'avais tellement peur de perdre mon fils, avoua-t-elle un soir. Cette peur m'a aveuglée, m'a fait devenir quelqu'un que je ne reconnaissais plus. La peur fait ça, répondis-je. Elle nous fait voir des ennemis là où il pourrait y avoir des alliés. Un jour, elle m'accompagna même sur mon lieu de travail, observant comment je gérais mon commerce, comment j'interagissais avec mes clients. Tu as construit quelque chose de remarquable, dit-elle sur le chemin du retour. Je comprends maintenant pourquoi Joao est si fier de toi. Cette expérience m'a appris que le racisme ne se combat pas seulement dans les tribunaux ou dans la rue. Il se combat aussi dans les cuisines, autour d'une tasse de thé, dans les conversations difficiles mais nécessaires. Aujourd'hui, quand je regarde mon appartement, je ne vois plus seulement les murs pour lesquels je me suis battue. Je vois un espace où la guérison est possible, où les préjugés peuvent être déconstruits, où l'amour peut triompher de la peur. Joao et moi attendons notre premier enfant. Quand nous l'avons annoncé à Donna Regina, elle a pleuré. Des larmes de joie, cette fois. Cet enfant sera aimé, a-t-elle dit, posant une main tremblante sur mon ventre. Et il sera fier de ses deux cultures, de toutes ses couleurs. Cette histoire n'est pas juste la mienne. C'est l'histoire de tant de personnes qui luttent contre les préjugés, qui refusent de se laisser définir par la couleur de leur peau, qui choisissent l'amour plutôt que la haine. Le racisme existe toujours, bien sûr. Mais chaque conversation honnête, chaque préjugé confronté, chaque cœur changé est une victoire. Une petite victoire peut-être, mais ces petites victoires construisent un monde meilleur, une famille à la fois.